Menteur. 4 Français sur 10 en moyenne ont déjà regardé dans le téléphone Mais portable est-ce que regarder de leur discrètement compagnon. une notification, Ah non, à l'insu de leur c'est compagnon. considéré comme fouillé, C'est ça fouillé. ou... Non, Non, ça c'est très vilain, c'est à l'insu fouiné. de son compagnon. Eh ben, il y en a beaucoup qui le font. Donc 4 Français sur 10, ça s'appelle le snooping. Voilà, c'est une pratique qui est donc très répandue, Magali Chalet. Oui, effectivement, qui n'a pas un jour tenté de fouiller en cachette dans le téléphone portable de son conjoint? Eh bien, réponse, vous l'avez dit, 4 Français sur 10 qui fouillent en cachette. Cette technique, effectivement, s'appelle le snooping. Et visiblement, ce sont les femmes qui en sont le plus adeptes. Regardez, 44% de femmes l'utilisent et 35% d'hommes. Et cette tendance, eh bien, elle est encore plus forte chez les jeunes de moins de 35 ans. Regardez, puisque plus d'un homme sur 2 y a déjà cédé et plus de 2 femmes sur 3. Et alors, on découvre quoi dans les téléphones portables de Eh notre bien, compagnon comme le dit l'adage, qui cherche trouve, et dans un cas sur 2, eh bien, c'est bingo, celui qui fouille dans le téléphone portable de son conjoint. Il trouve quelque chose qui lui était caché. Regardez qu'il s'agisse de mensonges, 35%, de jeux de séduction avec une autre personne, de contacts gardés avec un ex ou bien de fréquentation de sites de rencontres ou encore une infidélité. Et quitte à espionner, eh bien, certains y vont vraiment à fond, puisque, regardez, un Français sur 10 affirme avoir trouvé un système de géolocalisation installé à son insu sur son téléphone. Et enfin, plus grave, le snooping pourrait également être symptomatique de violence conjugale, puisque 52% des victimes de violences conjugales interrogées assurent que leur conjoint avait déjà fouillé dans leur téléphone sans consentement. Merci Magali pour toutes ces explications. 4 Français sur 10 donc, mais vous allez voir, vous n'êtes pas nombreux à l'assumer. Ginny, qu'elle regarde dans le mien. Je voulais confirmer mes doutes. Donc j'ai pas forcément fouillé, mais j'ai un peu regardé à droite à gauche et ça s'est confirmé. Ça m'est arrivé, pas tout le temps, mais ça m'est arrivé. Vous avez trouvé des trucs? J'ai trouvé des trucs. L'intuition était bonne, malheureusement. Moi personnellement jamais parce que je lui fais confiance, mais elle en particulier elle a déjà fouillé. Parce que justement elle avait peur que je la trompe ou quoi que ce soit. Bonsoir Thérèse Argot, Bonsoir. vous êtes sexologue. Bonsoir Philippe Assor, avocat en droit de la famille. Et bonsoir Anne Pan, vous êtes rédacteur en chef du journal du Geek. Ouais. Du Geek. C'est vous qui avez commandé cette étude auprès de l'IFOP. Pourquoi vous avez voulu savoir si on fouillait dans les téléphones portables de nos conjoints? En fait, c'est un événement. Non, c'était pas spécialement de fouiller dans le portable de nos conjoints. C'est juste que c'est un phénomène qu'on avait déjà vu aux États-Unis. Et le but, c'était de savoir du coup ce qui se passait quand même en France, parce que bon, c'est vrai que les États-Unis, c'est quand même un pays bien plus grand. Et ils espionnent plus que nous ou pas? Je dirais non, pas plus. Je pense que c'est à peu près la même chose. Sauf qu'on voyait que c'était un vrai phénomène de société. Et donc, c'est un peu lié à nos usages numériques. Et du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à se dire on aimerait bien savoir ce qui se passe quand même en France. Vous avez été surpris par ce chiffre? On est quasiment à la moitié des Français. J'ai été à la fois surpris et pas surpris. Surpris parce que c'est quand même, je pense quand on parle de 4 Français sur 10, je pense très honnêtement qu'il y en a beaucoup plus. Parce que là, c'est 4 Français qui l'avouent aussi. Voilà, qui disent « Ok, je l'ai fait » et il y en a beaucoup qui se le cachent. Et surpris parce que en fait ça implique d'autres choses comme les violences conjugales. Oui, on n'était pas du tout conscient de ça quand on a lancé l'étude. Oui. Pour nous c'était juste on check un peu, on parle d'infidélité, etc. Mais bon, on va pas aller plus loin. Thérèse Argot, c'est un sujet de discussion dans votre cabinet? Évidemment, c'est un vrai sujet. Tous les couples arrivent avec cette question. En fait, le portable, c'est pas un journal intime digital. Il y a de nombreuses sollicitations, à la fois de personnes que l'on connaît, de personnes que l'on ne connaît pas, d'industries, d'entreprises qui cherchent aussi à proposer des services sexuels. Et donc, l'usage du portable dans le couple, c'est de vrais sujets. D'autant plus qu'on peut consulter tout ça à côté de son conjoint. On peut parler avec d'autres partenaires alors qu'on a d'autres conjoints qui dorment à côté de nous. Donc, c'est quand même très particulier ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est de la curiosité ou c'est de la jalousie? C'est un manque de confiance dans le couple? Je ne suis pas sûre que ce soit l'histoire du manque de confiance. C'est qu'on veut savoir. Il y a quand même une vision aussi de l'amour qui pose question quand on pense que aimer l'autre, c'est aussi avoir un contrôle sur lui ou qu'on le possède un peu comme une chose. On voudrait tout savoir. Et le portable, c'est justement ce qui nous échappe. Alors, en allant consulter, on peut avoir une certaine idée de ce qu'il vit en dehors de notre relation. Donc, il y a une curiosité, mais qui est
qui est quand même problématique dans la conception qu'on a de l'amour. Est-ce que je t'aime parce que je te connais par cœur et je sais exactement ce que tu fais pour te contrôler? C'est Ou, un besoin je de t'aime pour ta maîtrise liberté. sur C'est un l'autre. besoin de maîtrise et de contrôle sur l'autre. Et donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour? On peut s'interroger. Il y a c'est très intéressant aussi de voir que cette pratique est plus répandue chez les jeunes, chez les femmes. Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend? On verra ça dans un instant. Mais avant, est-ce que c'est Oui. légal ou pas d'espionner le portable de son conjoint? C'est parfaitement interdit. Donc, mon conjoint a le droit de porter plainte contre moi si je le fais. Alors Bon. oui, en théorie. Il n'a pas oui. intérêt, mais il a le droit de le faire. Bien évidemment, c'est parfaitement interdit. C'est une atteinte aux correspondances. C'est toute une atteinte à la vie privée. C'est parfaitement interdit. Les textes sont parfaitement Et on clairs risque là-dessus. quoi? Alors, on risque d'être des poursuites pénales. Le souci, c'est est-ce que la réponse pénale est adaptée? Et c'est beaucoup plus préoccupant parce que moi, dans ma pratique d'avocat, pour faire reconnaître cette infraction et faire condamner le coupable, c'est un tel parcours du combattant que on se décourage très rapidement. C'est-à-dire, pourquoi c'est un parcours du Mais combattant? c'est-à-dire que concrètement, si vous allez vous déposer plainte dans un commissariat pour dire mon conjoint a porté atteinte à mon portable, à mes correspondances, on va vous rire au nez. Mhm. Voilà. Et en réalité, ça n'a d'intérêt que parce que ça constitue une preuve. Donc, ces éléments qu'on va trouver dans le portable de l'autre juridiquement, c'est la constitution d'une preuve. Mais il y a plus, je parle sous votre contrôle, il n'y a plus de divorce pour faute aujourd'hui? Si. Le divorce pour faute existe Ça existe encore. toujours? Oui, bien entendu, le divorce pour faute existe, sauf que pour faire admettre la faute, il faut se lever de bonne heure. C'est Ouais. ça la difficulté. Elle n'a pas été du tout Mais supprimée ça veut dire du que code. si je fouille dans le téléphone portable de mon conjoint, que je découvre que mon Oui. conjoint me trompe, derrière je demande le divorce, je veux la garde des enfants, le juge peut dire d'accord, cette preuve-là, est-ce qu'il peut la valider cette preuve alors Oui. même que c'est de l'espionnage? Oui, il peut Et que j'ai la pas le droit de le valider. faire. Alors que vous n'avez pas le droit de le faire parce que c'est la question de l'administration de la preuve et la façon dont vous l'avez obtenue. Si la partie adverse démontre que vous l'avez obtenue par fraude ou par violence, alors cette preuve peut être écartée. Sauf que pour démontrer la fraude ou la violence, il y a tellement de parades devant le juge. Typiquement, on entend tous les jours la partie adverse qui dit « mais moi, ce mail, il était dans ma boîte mail et il y a eu atteinte à mes correspondances ». Et de l'autre côté, on va dire « mais c'était sur l'ordinateur familial, la boîte mail était ouverte, moi j'ai fait juste que consulter l'ordinateur familial ». Oui, il faut prouver qu'il y a vraiment une volonté C'est ça. d'espionner et à Exactement. l'insu de son À son l'insu conjoint. de son conjoint et que le conjoint qui s'en plaint en rapporte la preuve. Donc on a vraiment un problème de preuve. Et très souvent, donc c'est prévu par les textes que cette preuve puisse être écartée si on considère qu'il y a eu fraude ou violence. Mais la difficulté, c'est que pour qu'elle soit écartée, la preuve, elle est quand même présentée au juge. Donc vous avez une pièce en long, en large et en travers avec des choses qui sont parfois extrêmement compromettantes. Et dans la plupart du temps, c'est pas forcément écarté, entendons-nous. Mais quand c'est écarté, le juge en a quand même eu connaissance. Et encore un mot, est-ce que vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vous voir justement en disant j'ai découvert dans le téléphone de mon portable de mon conjoint qui me trompe? Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Et je suis scotché de voir à quel point... Donc c'est un vrai sujet pour vous. C'est un vrai sujet. Il y a de l'inventivité, de l'évolution technologique. Faites-nous rêver avec l'inventivité. Non, parce que c'est tellement interdit. Cela dit, je sais pas si ça fait rêver, mais... Cela dit, les mouchards sur les voitures, j'en ai entendu parler déjà il y a 5 ans. Les logiciels espions, j'en ai entendu parler déjà il y a au moins 10 ou 15 ans. Les micros, apparemment pour commander un micro sur Internet, ça vaut 10 ou 15 euros. Là, vous le collez sous la table du salon. Oui, j'ai vraiment eu de tout. Les notifications sur votre propre téléphone, aussitôt que l'autre ouvre son téléphone, envoie des mails, reçoit un mail, c'est quand même extrêmement préoccupant. Et là-dessus, c'est vraiment ce que je veux dire en tant qu'avocat. Ce qui me préoccupe énormément, c'est qu'on a des jeunes, parce que c'est beaucoup de jeunes qui utilisent ça, qui sont en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. C'est-à-dire que les atteintes aux correspondances, le droit à la vie privée, c'est quand même des droits qu'on a obtenus de haute lutte. Sous l'Inquisition, votre courrier, avant qu'il arrive chez vous, il était ouvert, lu et vérifié. Et on est en train de retourner vers ça. Et c'est extrêmement préoccupant parce qu'on est en train de faire d'une infraction, d'une interdiction, quelque chose qui peut devenir la norme. La norme. Il y a une différence générationnelle. Effectivement, c'est plus répandu chez les jeunes. Plus d'un jeune sur deux de moins de 25 ans a déjà été victime de snooping de la part de son compagnon ou de sa compagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, le téléphone portable est plus central dans la vie des jeunes? Tout simplement parce que c'est... Ou parce qu'il y a un rapport différent au couple, peut-être? Non, mais c'est un phénomène aussi générationnel. C'est-à-dire que les jeunes sont maintenant très connectés, ils ont accès aux smartphones, etc. Ce que peut-être
les couples un peu plus vieux n'y avaient pas encore accès, où c'était encore un peu, comment dire, on laissait un peu les choses de côté. Et maintenant, on sait que chez les jeunes, chez les moins de 35 ans, un smartphone, c'est toute leur vie. Ça, à l'intérieur, il y a leurs contacts, leurs photos, tout ce qu'ils font, l'historique de ce qui se passe sur Internet. Et c'est ce qui permet justement de, on va dire, snooper plus facilement quelque part. Voilà. Alors, il y a une différence de genre aussi. J'ai versé dans le cliché tout à l'heure en disant « il ». Bon, visiblement, c'est pas un cliché parce que d'après l'étude, les femmes espionnent plus. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus méfiantes ou... Je mets les pieds dans le plat ou parce que les hommes sont moins fidèles? Alors, peut-être qu'il y a autre chose encore, c'est que si je me mets en couple pour me rassurer que je suis quelqu'un d'aimable, si je me mets en couple pour essayer de répondre à cette grande question existentielle, je suis quelqu'un de bien et je veux en fait finalement que l'autre me rassure narcissiquement, je le dis un peu de manière crue, mais c'est ça dont il s'agit. Eh bien, si je vois que mon conjoint, mon copain, mon fiancé regarde d'autres femmes, il remplit plus son rôle de me rassurer que je suis la plus belle femme du monde. Et je suis piquée quelque part et donc je vais très mal le prendre. Donc, si je me mets en couple pour me rassurer narcissiquement, je vais être très tentée d'aller sur le portable, de voir si il suit d'autres femmes sur Instagram plus belles que moi, s'il correspond avec d'autres femmes plus intelligentes que moi. Et donc, en fait, dès qu'il va avoir le moindre manquement à une fidélité idéalisée, irréprochable, eh bien, ça va être un scandale. Ça va parce être que ce que disait Magali, en fait, quand on cherche, on trouve. On finit quand toujours on par cherche, trouver. on trouve. Alors ça, sachez une chose, ce qui est sur le portable, un jour va se savoir, parce qu'en fait, on ne peut pas se dire que ça reste un jardin secret. Non, un jour, ça va savoir. Donc déjà, c'est intéressant, parce que quand soi-même, on utilise son portable, je vous invite à vous poser la question, si quelqu'un tombe sur ma correspondance, si la femme que j'aime, l'homme que j'aime tombe sur ma correspondance, est-ce que j'assume ce que j'ai écrit avec cette autre personne? Est-ce que j'assume ce que je fais sur mon portable? Vous imaginez, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous devez réfléchir à ce que l'autre va penser en pouvant lire ça, à son interprétation? C'est l'idée, c'est est-ce que j'assume ce que je fais sur mon portable? Parce que si un jour, on me demande de rendre compte, bah oui, j'assume. Et après aussi, de se dire une chose, quand je vais sur le portable de mon conjoint, de mon copain, de mon fiancé, de ma femme, c'est de se dire... Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et est-ce que j'ai aussi conscience des risques pour notre relation? En plus de ce que vous dites d'un point de vue juridique, et merci de le dire et de le rappeler, parce que j'ai l'impression que personne n'est au courant que c'est illégal. Donc merci de le rappeler, mais aussi de se dire quels sont les risques pour la relation, parce que bien souvent, il va y avoir du conflit, et un conflit qui peut amener à une rupture et beaucoup de souffrance pour soi, pour l'autre et pour les enfants s'il y en a. Et de façon plus inquiétante, c'est ce que montre ce sondage, c'est ce que vous avez découvert, c'est que plus de la moitié des personnes ayant subi à plusieurs reprises des violences physiques disent que leur partenaire regardait leur téléphone portable à leur insu. Ça veut dire que ça peut être symptomatique d'une violence, d'une emprise dans le couple. C'est un signal à ne pas prendre à la légère. Alors, quand je dis à pas prendre à la légère, c'est pas parce que votre compagnon a regardé une fois votre WhatsApp que ça y est, il y a de l'emprise. Mais par contre, quand c'est régulier, quand ça se systématise comme ça, attention. Attention. C'est pour ça que ce qui est intéressant à propos de ce sujet, c'est de voir qu'il y a quelque chose un peu de global, de la façon dont l'autre rentre en relation avec moi. Et donc, c'est un élément parmi d'autres qui peuvent du coup rentrer dans des procédures de séparation, de divorce, que ça dit beaucoup de la relation et de l'amour qu'on se porte. Oui, alors très clairement là-dessus, très clairement. Le droit de la famille, aujourd'hui, et l'évolution qu'on a juridique et juridictionnelle, c'est-à-dire dans les affaires contentieuses, vont vers quand même pour une plus grande responsabilisation. C'est-à-dire que dans le couple, le juge ne veut pas interférer dans ce type de relation. On est des adultes responsables, capables, et on doit assumer entre nous ce que nous faisons. Donc la notion de responsabilisation, elle me paraît capitale, parce que souvent j'ai dans mon cabinet des gens qui viennent et qui attendent des choses mais incroyables de la justice. La justice ne pourra jamais leur offrir ni un espace de parole, ni un espace de réparation tel qu'ils pourraient l'imaginer ou tel qu'ils le souhaitent. Donc il y a vraiment cette notion de responsabilisation. Le deuxième point qui me paraît extrêmement important, c'est la violence. En fait, on s'aperçoit, il y a vraiment des observatoires de la violence, et ça, c'est caractéristique. On a commencé par les violences physiques. On les a élargies aux violences psychologiques. Il y a depuis maintenant 5 ans des observatoires sur les violences économiques. Et on est maintenant sur de la violence numérique. Et on voit bien que c'est un tableau clinique, en fait. Et la violence s'exerce à travers ça. C'est un outil d'emprise aussi, le téléphone portable. On a beaucoup de témoignages d'ailleurs de femmes qui ont été violentées, qui expliquent que leurs compagnons leur prennent leur téléphone portable. Et oui, moi qui suis avocat en
droit garde, de même le victime. confisque. Ah oui, je peux vous le dire, c'est la violence ultime. Parce qu'en fait, c'est l'atteinte à l'intégrité la plus intime, la plus profonde. Et c'est exactement... Quand vous êtes sur des violences physiques, en fait, vous êtes nié en tant qu'être. Vous n'êtes plus qu'une chose et vous êtes vraiment, je vous rejoins là-dessus, il y a cette notion d'appartenance. Et le mariage n'est pas une prison. Le mariage, c'est un contrat fort. C'est un contrat dont on attend des choses belles. Le respect, la fidélité, l'assistance, le secours. C'est ça le mariage. C'est pas je te fouette, tu es ma chose et je t'emprisonne et je t'interdis d'exister. C'est tout le contraire. Une dernière question plus légère. On vit plus heureux dans un couple sans téléphone portable? Je pense que c'est plus facile de vivre l'amour, que c'est plus facile de vivre la fidélité. Même, je me posais la question encore en préparant cette émission, en me disant, mais est-ce que c'est pas immensément difficile de vivre la fidélité aujourd'hui, étant donné le nombre de sollicitations que l'on a? Ça Mais reste la un fidélité, challenge. ça n'a rien à voir avec les sollicitations, avec oui, les tentations, non? quand même, si, parce que la vie est quand même pas toujours un long fleuve tranquille. Et quand on passe des périodes plus difficiles, je pense aux jeunes parents avec des bébés qui sont dans des périodes plus fragiles ou des périodes de maladie, etc. Enfin, on passe des périodes un peu plus difficiles où on est moins dans cette période romantique, on va dire. Et quand on est sollicité, c'est pas toujours facile de résister. Donc oui, je pense que c'est un défi aujourd'hui de vivre la fidélité. Après, il faut se donner la fidélité. il faut se donner les moyens. Bon. Et le portable ne nous aide pas du tout. Bon, merci. Alors, rangez le téléphone portable si vous voulez une relation de couple harmonieuse. Merci, merci beaucoup à tous les trois. Restez avec nous dans un instant. On évoquera deux autres sujets complètement différents.